Sa famille l'a humilié pour avoir épousé un sans-abri, sans savoir qu'il était milliardaire. Il a suffi d'un regard pour que sa vie bascule. Pas une histoire d'amour ordinaire, pas une de celles qu'on oublie après l'avoir entendue, mais une histoire qui dérange, qui bouleverse et qui vous laisse sans voix. Une femme prête à tout. Un homme qu'on ne regarde jamais deux fois, et une vérité si profonde que même ceux qui l'aimaient ne l'ont pas reconnu. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va vous marquer à jamais. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous en commentaire de quel coin du monde vous écoutez cette histoire bouleversante. Le ciel de Marseille, pourtant éclatant en cette matinée d'été, semblait peser comme une chape de plomb sur les épaules de Sophie Dumas. Vêtue d'une robe crème sobre et élégante, elle descendait la rue d'Aubagne à grands pas, le cœur serré, les larmes prêtes à jaillir. La veille au soir, au milieu des rires feutrés et des verres de champagne servis dans le salon doré du domaine familial, son père, Henri Dumas, avait annoncé, comme on annoncerait une fusion d'entreprises, qu'elle allait se fiancer avec Maxence Fournier, le fils d'un puissant industriel partenaire de leur groupe naval. Sophie n'avait pas eu voix au chapitre. On ne lui avait même pas demandé son avis. À 27 ans, son destin venait d'être scellé par un homme qui parlait d'elle comme d'un actif stratégique. Mais ce matin-là, alors que son monde s'effondrait en silence, une mélodie étrange flotta jusqu'à ses oreilles comme un souffle inattendu de poésie. Là, sur la place Cours Julien, entre les bancs tagués et les étals de brocanteurs, un vieux piano à queue, abîmé par le temps mais toujours digne, trônait comme un vestige d'une époque révolue. Un homme y jouait, il était sale, vêtu d'un manteau élimé malgré la chaleur, les cheveux en bataille et les mains noircies. Mais ses doigts, eux, étaient d'une grâce irréelle. La pièce, claire de lune de Debussy. Chaque note semblait suspendue dans l'air, comme si le temps s'était arrêté. Sophie s'approcha, hypnotisée. L'homme leva les yeux vers elle en terminant le morceau. Son regard était perçant, fatigué, mais étrangement paisible. Cette musique, c'est pour ceux qui ont tout perdu, mais qui croient encore à demain, murmura-t-il d'une voix grave, presque rauque. Elle ne sut que répondre. Une gêne douce s'installa, teintée de curiosité. Il ne demanda pas d'argent. Il ne chercha pas à la retenir. Il replongea simplement dans son monde de touches blanches et noires. Et Sophie, bouleversée sans comprendre pourquoi, revint le lendemain, et encore le jour suivant. Ce qui n'était au départ qu'une échappatoire devint une nécessité. Ils se mirent à parler. Un peu, beaucoup, de tout. Sauf du passé. Il s'appelait Thomas. Il ne disait rien de sa vie d'avant. Il dormait au foyer de la rue Sainte, mangeait rarement, mais connaissait Chopin mieux que personne. Quelque chose en lui jurait avec sa condition. Ses manières, ses mots choisis, sa pudeur. Il n'était pas un homme ordinaire. 2 mois passèrent, et un soir, alors que Marseille baignait dans les lueurs dorées du crépuscule, Sophie rentra chez ses parents. Déterminée, dans le grand salon du domaine, sa mère, une femme rigide au chignon parfait, lisait Le Figaro, tandis que son père signait des contrats à la hâte. « Je vais me marier », dit-elle d'un ton calme mais ferme. Henri leva à peine les yeux. « Avec Maxence ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Avec Thomas !» Un silence brutal tomba, suivi d'un rire sec, cruel. « Thomas, ce clochard que tu fréquentes, place Julien, tu plaisantes ?» Sophie sentit ses mains trembler, mais elle ne recula pas. « Il me regarde comme personne ne m'a jamais regardé. Et il m'écoute. Vraiment. » La tempête éclata. Sa mère éclata en sanglots hystériques. Son père vociféra sur l'honneur de la famille, les conséquences sociales, l'héritage. Ils menacèrent de la rayer du testament, de couper les vivres, de la renier. Mais Sophie, les yeux brillants, répliqua simplement « Vous avez toujours su tout contrôler dans ma vie, sauf mon cœur. » Elle quitta la maison ce soir-là avec une valise, des larmes dans les yeux et une certitude inébranlable. Elle rejoignit Thomas, qui ne dit rien, mais la serra dans ses bras comme si elle était tout ce qu'il lui restait. Ce que Sophie ignorait encore, c'est que l'humiliation que sa famille préparait serait publique, orchestrée et bien plus cruelle qu'un refus. Un piège allait se refermer sur eux, et ce que Thomas avait toujours dissimulé,
Ce passé qu'il fuyait allait bientôt refaire surface, car derrière l'apparence d'un homme sans abri se cachait un secret si énorme qu'il ferait vaciller l'image même de la famille Dumas. Mais pour l'instant, il n'y avait que deux amoureux dans un petit appartement de la plaine, deux âmes cabossées qui s'étaient trouvées au milieu du chaos. 3 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Sophie. La grande demeure des Dumas, perchée sur les hauteurs du Roucas Blanc, semblait désormais figée dans le silence. De l'autre côté de la ville, dans un appartement mansardé de la plaine, Sophie et Thomas vivaient une vie modeste mais sincère. Le papier peint se décollait au coin, la plomberie était capricieuse, mais l'air y était doux. Thomas jouait chaque soir dans un petit restaurant du Vieux-Port et Sophie avait trouvé un poste d'enseignante dans une école populaire de Noailles. Ils vivaient d'amour, de musique et d'instants volés à la rudesse du quotidien. Elle n'avait plus parlé à sa famille depuis l'annonce de ses fiançailles, jusqu'au jour où une enveloppe crème au papier gaufré, au seau doré de la famille Dumas, fut glissée sous leur porte. Sophie hésita. L'écriture tremblante sur le carton d'invitation portait le nom de son père. Dîner en famille, unité retrouvée, venez. Thomas, méfiant, fronça les sourcils. C'est trop propre pour être honnête, murmura-t-il. Mais Sophie, tiraillée entre espoir et naïveté, y vit une tentative de réconciliation. Peut-être que ses parents avaient compris. Peut-être qu'ils avaient vu au-delà de l'apparence. Thomas se contenta de lui dire « Si tu veux y aller, j'irai. Mais sois prête à tout. » Le samedi suivant, ils se présentèrent devant le portail du palais Dumas, vêtus de leurs plus beaux habits, modestes mais dignes. Thomas portait une chemise blanche légèrement trop grande, un veston noir prêté par le chef du restaurant et des chaussures lustrées à la main. Sophie avait enfilé une robe bleue, nuit, sobre, accompagnée d'un collier hérité de sa grand-mère. Dès qu'ils franchirent les portes du grand hall, le malaise s'installa. Les regards glissaient sur eux comme des lames. Les sourires étaient figés, les voix feutrées mais perçantes. Une vingtaine de convives, tous issus du cercle privé de la famille Dumas, sirotaient à leur apéritif dans une ambiance de tribunal mondain. Sophie tenait la main de Thomas, qui, droit comme un soldat, avançait sans trembler. Le dîner débuta dans une atmosphère glaciale, où les conversations semblaient mises en scène. Thomas ne parlait presque pas, on ne lui posait aucune question, on l'observait comme une anomalie. Puis, au moment du dessert, Henri se leva. Il fit signe à un employé qui alluma un projecteur dissimulé derrière un paravent. Les images projetées sur l'écran firent suffoquer la pièce. On y voyait Thomas, assis contre un mur, un gobelet en plastique à la main, puis une autre où il fouillait dans une benne à ordures. Une dernière sur un banc, dormant, enroulé dans une couverture trouée. En bas de l'écran, un texte s'affichait « Le choix de notre fille ». Le silence fut brisé par un rire étouffé, puis un autre, jusqu'à ce que le salon entier résonne de rires moqueurs. Sophie se leva d'un bond, le visage décomposé. « Vous avez organisé tout ça? C'était une mise en scène ?» cria-t-elle, les larmes aux yeux. Henri, impassible, répondit « Nous devions bien te montrer ce qu'il est vraiment. » Et Thomas, lui, resta silencieux. Il sortit lentement un stylo-plume de sa poche, saisit une serviette en tissu blanche et, d'un geste calme et soigné, y écrivit un nom. Il la plia, la posa devant Henri et dit simplement « Vous savez très bien qui je suis. » Puis il prit la main de Sophie et quitta la pièce sans un mot de plus. Henri, d'abord dédaigneux, déplia la serviette distraitement. Mais lorsqu'il lut le nom inscrit, il blêmit soudainement. Ses lèvres tremblèrent, ses mains devinrent moites. Personne ne remarqua ce détail. Personne sauf Camille, la petite sœur de Sophie, assise en retrait, qui observa son père avec un regard inquiet. Dans la voiture, Sophie pleurait, furieuse, brisée. « Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu ne t'es pas défendu ?» Thomas regardait la route défiler, ses yeux brillants de pensées anciennes. « Parce qu'il y a des vérités qu'on ne sort qu'une fois, et la mienne n'est pas encore prête à être entendue. » Ce soir-là, il joua la valse d'Amélie sur le vieux piano du salon du restaurant, sans public, sans but. Ses doigts tremblaient, mais sa décision, elle, était prise. Le passé allait revenir, et avec lui, le véritable visage de Thomas Armand Leclerc. Le lendemain matin, une rumeur flottait dans les cercles fermés des affaires marseillaises. Discrète, comme un parfum que seuls les initiés savent reconnaître. Benoît Delacour, banquier retraité et vieil ami des Dumas, relisait fébrilement une coupure de presse jaunie, sortie d'un vieux dossier oublié. Sur la table de son bureau,
la serviette blanche, subtilement subtilisée après le dîner humiliant, portait encore l'encre noire du nom écrit d'une main ferme, Thomas Armand Leclerc. Le nom résonna dans l'esprit de Benoît comme un coup de tonnerre. Il se souvenait, tout Marseille s'en souvenait, ou du moins ceux qui savaient tout regarder. Il y a 5 ans, ce nom avait fait la une de la Tribune, du Monde, du Figaro Économie. Thomas Leclerc, fondateur et PDG de Finéon, une start-up révolutionnaire qui avait développé une intelligence artificielle capable de détecter en temps réel les fraudes bancaires. En moins de 3 ans, il était passé de jeune prodige de la tech à milliardaire visionnaire. Puis, silence. Une chute brutale. Un scandale éclata. Un détournement massif de fonds. L'argent avait disparu. Son associé aussi. Et Thomas, au lieu de se défendre, s'était volatilisé. On avait parlé de fuite, de suicide, de culpabilité. Mais Benoît, lui, se souvenait d'avoir trouvé l'affaire trop lisse, trop propre. Une histoire écrite trop rapidement pour être vraie. Et maintenant, il avait devant lui la preuve vivante que le disparu n'était jamais mort, seulement enterré vivant par ceux qui avaient intérêt à le faire taire. Sophie, pendant ce temps, tournait en rond dans l'appartement. Elle ne comprenait plus Thomas. Son silence la rongeait. Il était devenu distant, comme s'il s'effaçait d'elle à mesure qu'il se rapprochait de quelque chose de plus ancien, plus profond. Elle le trouva, ce soir-là, assis sur le toit terrasse, un verre d'eau à la main, les yeux perdus dans les lumières de la ville. « Tu veux me dire qui tu es, maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, sans la regarder, il dit « Tu as aimé l'homme que tu croyais connaître. Je ne veux pas que l'argent ou le passé effacent ça. » Elle posa sa tête contre son épaule. « Ce n'est pas ton passé qui me fait peur. C'est ton silence. » Et dans ce silence, elle entendit le poids de 1000 secrets. Le lendemain, Benoît débarqua chez eux sans prévenir, chapeau à la main, regard grave. « Je sais qui tu es, Thomas », lança-t-il d'un ton neutre. Thomas le fixa longuement, sans ciller. « Alors, vous savez aussi qui sont les vrais coupables ?» Benoît acquiesça lentement. « Je sais que ton associé, Victor Lansac, s'est volatilisé avec les fonds. Et je sais que ton père, Sophie, était l'un des plus gros investisseurs de Finéon. Il a gagné des millions avec la chute de ton compagnon de route. » Sophie se leva brusquement. « Vous insinuez que mon père… » Benoît l'arrêta d'un geste. « Je n'insinue rien. Je te donne les pièces du puzzle. À vous de les assembler. » Thomas, toujours impassible, murmura « Il ne s'agissait jamais d'un simple effondrement économique. Il s'agissait d'un effondrement orchestré. » Il se leva, se dirigea vers un tiroir et en sortit une clé USB poussiéreuse. « Voici ce que j'ai pu sauver avant de disparaître. Assez pour faire tomber tout un empire. » Sophie, déchirée, se mit à trembler. Son père, son propre père, celui qui l'avait élevé, mais qui avait piétiné son amour, son avenir, sa liberté. Thomas s'approcha d'elle, lui tendit la clé. « Ce n'est pas moi qui dois la faire tomber, c'est toi. » Elle le fixa, les yeux remplis de larmes, de rage et de peur mêlée à une certitude nouvelle. Son père n'était pas seulement cruel, il était coupable, et elle allait devoir choisir de quel côté de l'histoire elle voulait se tenir. Dans les jours qui suivirent, Sophie changea. Moins naïve, plus résolue, elle revint au palais Dumas, cette fois sans invitation, et demanda à voir Camille. Dans la véranda, à l'abri des regards, elle lui raconta tout. Camille, choquée, ne douta pas un instant. Elle aussi avait vu Henri blêmir en lisant ce nom. Et elle aussi savait que le monde de leur père n'était pas fait que d'or, mais aussi de mensonges. Ensemble, les deux sœurs décidèrent d'agir, lentement, discrètement, mais avec une détermination implacable. Le vent était en train de tourner, et ce qui avait commencé comme une histoire d'amour entre une héritière et un mendiant allait devenir une affaire d'État. La brume du matin s'étirait encore sur le port de Marseille lorsque Sophie pénétra dans l'ancien siège de Finéon, abandonné depuis des années. Le bâtiment, situé dans une ruelle discrète du quartier d'affaires Euro-Méditerranée, portait encore les stigmates de sa gloire passée. Logo effacé, vitres cassées, papier épars dans le hall désert. Accompagnée de Thomas, elle franchit les portes avec une appréhension muette. C'était la première fois qu'il remettait les pieds ici depuis sa disparition. Chaque couloir semblait murmurer son nom. Chaque bureau portait la trace d'un empire foudroyé. Mais ce qu'il cherchait se trouvait au sous-sol, derrière une cloison dissimulée. Là, dans un coffre protégé par une double authentification biométrique, reposaient des centaines de documents confidentiels.
relevés de comptes, échanges de courriels, contrats dissimulés, toute la vérité, méticuleusement conservée depuis 5 ans. Sophie, tremblante, feuilletait les pages. Certains documents portaient la signature de Victor Lansac, d'autres, celle de Henri Dumas. Des transferts vers des paradis fiscaux, des courriels cryptés, des réunions secrètes dans des hôtels suisses. Il n'y avait plus de doute. Henri n'avait pas seulement profité de la chute de Finéon. Il en avait orchestré chaque étape avec Lansac, dans l'ombre, pour détruire Thomas et s'approprier la technologie de sa société. Le scandale qui avait ruiné tant de vies avait été calculé au centime près. « Il n'a pas seulement ruiné mon nom », murmura Thomas. « Il a tué des carrières, effacé des destins, jeté des centaines d'employés à la rue. Et il a dormi paisiblement chaque nuit. » Sophie, les larmes aux yeux, se sentit comme étrangère à son propre sang. Ce père qu'elle avait tant admiré n'était plus qu'un homme corrompu, dévoreur de jeunesse et d'innocence. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Henri Dumas s'agitait. Les rumeurs grandissaient. Il avait vu Benoît sortir de chez lui. Il savait que quelque chose se préparait. Pris de panique, il tenta de faire pression sur ses anciens partenaires pour obtenir leur silence. Mais l'époque avait changé. L'argent ne suffisait plus à tout faire taire. Dans un geste désespéré, il appela le commissaire Delorme, un vieil ami de golf, pour lui demander un service. Quelques jours plus tard, un mandat d'arrêt fut émis contre Thomas pour intrusion illégale dans les locaux de Finéon et suspicion de vol de données privées. L'ancien mendiant, devenu témoin gênant, était redevenu l'homme à abattre. Une nuit, alors qu'il rentrait seul du restaurant, 2 hommes en civil l'attendaient au coin d'une ruelle. Ils ne parlèrent pas. Ils l'arrêtèrent sans ménagement. Lorsque Sophie apprit la nouvelle, elle s'effondra. « Ce n'est pas possible. Ils l'ont encore fait. » Camille, qui se tenait à ses côtés, la releva aussitôt. « Tu crois vraiment qu'on va les laisser gagner une seconde fois ? Cette fois, ce n'était plus une simple affaire de couple. C'était une guerre, et elles allaient se battre. » Dans la foulée, Camille contacta discrètement une journaliste d'investigation, Juliette Mornay, réputée pour ses reportages anti-corruption. Elle lui remit une copie de la clé USB, un résumé des documents et un seul mot, « Faites-leur payer ». Le feu venait d'être mis à la poudrière. Ce qui se tramait dans l'ombre allait bientôt éclater à la lumière, et la France entière découvrirait que derrière les dorures des grandes familles se cachent parfois les plus grandes trahisons. Le bruit métallique de la porte de la cellule résonna comme un coup de marteau dans l'esprit de Thomas. L'air y était moite, saturé de sueur, de poussière et de résignation. Il s'assit sur le lit en béton, dos au mur, sans dire un mot. Ce n'était pas la première fois qu'on l'enfermait injustement, mais cette fois, quelque chose avait changé. Il n'était plus seul. Sophie savait, Camille savait, et à l'extérieur, la vérité commençait à faire surface. Pourtant, dans ce silence oppressant, Thomas sentait monter une colère glacée, méthodique. Il se leva, marcha lentement jusqu'à la petite table bancale au coin de la cellule, sortit de sa poche un carnet de cuir noir et commença à écrire. Pas à Sophie, pas à la justice, mais à Henri Dumas. La lettre était un chef-d'œuvre de calme rageur. Pas une insulte, pas une menace. Juste des faits, des dates, des noms, des comptes, des souvenirs. Il y rappelait comment Henri l'avait rencontré des années plus tôt lors d'un forum d'innovation à Paris, comment il l'avait approché avec des promesses d'investissement et d'amitié, comment lentement il avait tissé un piège en l'isolant de ses alliés, en flattant son ego, en l'aveuglant avec des contrats léonins. Thomas terminait la lettre par ces mots: « J'ai vécu dans vos rues, j'ai goûté votre mépris, j'ai perdu mon nom mais pas mon âme. Si vous avez encore un fragment d'honneur, vous saurez quoi faire avec ce que je vous laisse. Mais si vous ne faites rien, alors je laisserai la vérité parler à ma place. » Il glissa la lettre dans une enveloppe, y ajouta une photocopie d'un document clé et la fit remettre à Henri par l'avocat commis d'office. Puis il attendit. Henri, en recevant la lettre, crut d'abord à une provocation. Mais dès les premières lignes, son visage se figea. Il relut 3 fois. Ses mains tremblaient. Il claqua l'enveloppe sur son bureau, se leva brusquement et appela un de ses associés. « Il a tout, absolument tout !» La panique s'insinua dans sa voix. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la lettre n'était qu'une diversion. Car ailleurs, Camille et Juliette Mornay préparaient un coup d'éclat. Juliette avait passé la nuit à analyser les fichiers. Ce qu'elle y trouva
allait bien au-delà du scandale financier. Pot de vin à des hommes politiques, manipulation de marché, comptes offshore au Luxembourg. Et surtout, le rôle actif d'Henri dans l'effondrement volontaire de Finéon pour en revendre les brevets à prix d'or à un groupe étranger. Sophie, de son côté, se battait jour et nuit pour faire libérer Thomas. Elle sollicitait des avocats, des ONG, elle racontait son histoire aux journalistes. Mais c'est la presse indépendante qui frappa la première. Un article explosif de Juliette Mornay, paru sur Le Nouveau Réveil. Titre: Le mendiant invisible. Comment la France a détruit un génie pour enrichir ses élites. En moins de 24 heures, le nom de Thomas Leclerc redevint viral. Sur les réseaux sociaux, des anciens employés de Finéon témoignaient, des internautes comparaient les photos du clochard au piano avec celles du jeune PDG disparu. Une vague de soutien, d'indignation et de honte nationale envahit les médias. Henri tenta de nier, puis de se taire, mais la marée montait. 2 jours plus tard, Thomas fut libéré, sans excuse, sans cérémonie, mais avec le silence gêné d'un système pris la main dans le sac. À la sortie du commissariat, Sophie l'attendait, les yeux rouges, mais le dos droit. Ils ne se dirent rien. Elle l'enlaça. Il ferma les yeux. Tout n'était pas encore terminé. Mais pour la première fois en 5 ans, Thomas sentait qu'il pouvait à nouveau marcher la tête haute. Le tribunal de Marseille, habituellement théâtre de délits communs et de litiges commerciaux, n'avait jamais connu une tension pareille. À l'entrée, à deux, des caméras s'agglutinaient comme des frelons, prêtes à capturer le moindre battement de cils de Thomas Leclerc. Assis sur le banc des plaignants, costume sobre, regard sombre, Thomas avait troqué ses haillons contre une tenue austère, mais il gardait dans son silence la même humilité que sur les bancs de cour Julien. À ses côtés, Sophie, droite, les mains jointes. Face à eux, Henri Dumas, pâle comme la mort, le regard fuyant, entouré de 2 avocats aussi nerveux que leurs clients. Ce n'était pas seulement un procès pour corruption et manipulation de marché, c'était un combat de conscience, un duel entre 2 mondes, la justice et le pouvoir, la vérité et le mensonge, le cœur et l'orgueil. Juliette Mornay, maintenant devenue l'allié public de Thomas, publiait chaque jour un résumé du procès. Les Français suivaient l'affaire comme on suit une série. Le clochard milliardaire contre les princes de l'élite. Les révélations fusaient à chaque audience. Une ancienne assistante de Lansac affirma que des réunions secrètes s'étaient tenues dans la maison d'été des Dumas, à Cassis. Un informaticien reconnu avoir été payé pour effacer des traces numériques. Même un ancien ministre fut cité comme complice silencieux. Mais le choc vint lorsque Camille Dumas, que la propre fille d'Henri, fut appelée à témoigner. Sa voix tremblait mais son regard ne flanchait pas. Elle raconta tout, les documents trouvés, les conversations surprises, les silences complices, et conclut: « Je suis désolé, papa, mais il est temps que quelqu'un dise la vérité, même si elle fait mal. » Le tribunal retint son souffle. Henri tenta de se lever, de protester, mais son avocat lui fit signe de se taire. Il savait que c'était fini. Dans la salle, le silence devint pesant, presque sacré. Thomas, pourtant victime, ne montra aucune jubilation. Il n'y avait pas de victoire dans cette chute. Seulement un soulagement amer. Les juges se retirèrent et le délibéré fut prononcé 3 jours plus tard. Henri Dumas était reconnu coupable de fraude financière aggravée, escroquerie en bande organisée et corruption privée. Une peine de 10 ans de prison ferme fut prononcée, avec confiscation des biens issus des manipulations. Pour la première fois depuis des décennies, le nom Dumas, synonyme de puissance en Provence, tombait publiquement en disgrâce. Mais Thomas, à la sortie du tribunal, refusa les interviews. Il se tourna vers les journalistes, puis déclara simplement « La justice a parlé, mais la reconstruction commence maintenant. Je n'ai pas l'argent qu'on m'a pris, c'est ma dignité. Aujourd'hui, je la reprends. » Et au bras de Sophie, il tourna le dos aux caméras, préférant l'ombre tranquille à la lumière déformante. Ce que personne ne savait encore, c'est que son projet suivant n'était ni une revanche, ni un retour au sommet, mais un geste radical de rédemption pour tous ceux qu'il avait laissés derrière dans sa chute. Une dernière note à jouer avant de tirer sa révérence. Il n'y eut pas de fanfare, ni de limousine, pas de photographe officiel, ni de liste d'invités prestigieux. Le mariage de Thomas Leclerc et Sophie Dumas se déroula là où tout avait commencé, sur la place Cour Julien, sous les guirlandes lumineuses installées par les commerçants du quartier, entre les rires d'enfants et le tintement des verres en plastique. Le vieux piano,
réparé par un luthier bénévole, trônait comme un hôtel de fortune. Les témoins, Camille bien sûr et Benoît de la Cour, et, costume froissé, sourire discret, autour d'eux des passants devenus amis, des anciens sans-abri, des artistes de rue et même le patron du restaurant où Thomas jouait autrefois. C'était un mariage sans convenance, mais rempli d'âme. Sophie portait une robe modeste, achetée d'occasion. Elle était resplendissante. Thomas, dans un costume bleu nuit offert par Camille, gardait son calme habituel. Mais ses mains tremblaient légèrement. Le maire du 6e arrondissement prononça quelques mots simples, puis demanda s'ils acceptaient de s'unir. Thomas prit la main de Sophie, la regarda droit dans les yeux et dit « Je ne t'offre pas un nom, je t'offre une vérité. Je ne te promets pas des palais, je te promets un toit d'honnêteté. Et même si un jour tout s'effondre à nouveau, sache que je renaîtrai toujours là où tu es. » Sophie ne répondit pas. Elle se jeta dans ses bras, et la place éclata d'applaudissements, de larmes, de rires sincères. Il n'y eut ni scandale ni flash, juste l'amour brut, sans artifice, comme il l'avait toujours vécu. Après la cérémonie, Thomas monta sur le piano. Ses doigts, toujours aussi sûrs, entamèrent une valse lente, poignante, un air qu'il avait composé pour elle les nuits où ils n'avaient que l'un l'autre. Un silence religieux s'installa. Même les pigeons sur les toits semblaient suspendus à la mélodie. Camille essuya discrètement une larme. Benoît ferma les yeux, et Sophie, assise sur un tabouret, ne le quittait pas des yeux. Elle savait ce qu'il jouait. Ce n'était pas une chanson. C'était leur histoire, on le traduit en notes. Et dans cette place populaire de Marseille, deux êtres que tout opposait avaient défié les codes, l'argent, les faux semblants, pour écrire une page de vérité. Mais au loin, derrière les applaudissements et les sourires, un homme en complet beige, accoudé à un mur, observait la scène en silence. Il tenait un dossier à la main. Sur la couverture, on lisait en lettres noires « Projet réhabilitation Finéon, Fondation Leclerc ». Le monde allait bientôt découvrir que Thomas Leclerc n'avait pas seulement pardonné, il était sur le point de redéfinir sa légende. 3 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, et Marseille avait repris son rythme. Les marchés de Noailles embaumaient les ruelles, les scooters fusaient dans les ruelles étroites du Panier, et sur la place, cours Julien, on entendait à nouveau un piano jouer au petit matin. Mais ce jour-là, ce n'était pas n'importe quel pianiste. Thomas Leclerc, désormais reconnu dans toute la France comme le mendiant milliardaire, jouait à nouveau dans la rue, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il en avait envie. Le costume troqué pour un simple pull en laine, le regard serein, il se tenait là, comme au premier jour, saluant les passants avec un sourire franc. Certains s'arrêtaient étonnés. C'est lui ? Le vrai, d'autres, habitués à l'authenticité du lieu, le laissaient jouer en paix. L'argent dans la casquette, il allait à un centre d'accueil qu'il finançait en secret depuis sa libération. Car Thomas n'avait jamais cherché la vengeance. Il avait toujours voulu la réparation. Avec l'argent récupéré après le procès, il avait refusé les médias, les contrats, les plateaux télé. À la place, il avait créé la Fondation Leclerc, un organisme discret mais redoutablement efficace, dont l'objectif était clair: soutenir la réinsertion des sans-abri, financer des formations, reconstruire des vies brisées comme la sienne. Il avait racheté les anciens locaux de Finéon, non pas pour les reconvertir en bureaux, mais pour les transformer en centres d'accueil, d'écoute et de formation. Là où autrefois l'on fabriquait des algorithmes, on offrait désormais du café chaud, des douches, des mots bienveillants et des secondes chances. Sophie, désormais enceinte de 7 mois, enseignait la lecture à des femmes en situation de précarité. Camille, elle, avait coupé les ponts avec l'élite marseillaise et travaillait à plein temps pour la Fondation. Le nom d'Humain avait disparu des pages économiques, mais renaissait dans les rues, sous une autre forme, celle de la solidarité. Henri Dumas, lui, purgeait sa peine dans une prison de Luynes, isolé, oublié de tous. Mais chaque mois, Thomas lui écrivait une lettre. Il n'envoyait ni reproches, ni mépris, juste des nouvelles, des récits de ceux qui l'aidaient, de ceux qui se relevaient. Il ne reçut jamais de réponse, peu importait. Il n'écrivait pas pour obtenir le pardon, mais pour montrer qu'un homme brisé peut redevenir entier sans jamais casser les autres. Un après-midi, alors que le soleil chauffait les pavés de la place, une petite fille s'assit devant le piano pendant que Thomas jouait. Elle lui sourit et lui dit « Tu joues comme un roi », il lui répondit en riant doucement.
Non, petite, je joue comme quelqu'un qui a retrouvé sa maison. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de celui qu'on prenait pour rien, mais qui avait tout. Pas parce qu'il avait récupéré des milliards, mais parce qu'il avait appris à aimer, à tomber, à perdre et à redevenir humain dans un monde qui l'avait oublié. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous eu le courage d'aimer envers et contre tout, de faire confiance à l'invisible, à l'âme d'un être que le monde méprisait? Ou auriez-vous suivi la voie facile, celle des apparences, des attentes familiales, des jugements silencieux? Parfois, ce n'est pas ce que l'on possède qui nous définit, mais ce que l'on est capable de perdre, par amour, par dignité, par vérité. Et quand tout semble brisé, il reste ce que personne ne peut voler, la capacité d'aimer sincèrement et de rester fidèle à soi-même. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'y croire. Et surtout, dites-nous en commentaire, d'où nous regardez-vous? On a hâte de vous lire.